Chers auditeurs, Chères auditrices, l'invité que nous recevons s'est fait tirer dessus. il a protégé le président de la République Il a risqué sa vie lors des prises d'otages. et il est spécialiste en sécurité intérieure. Christian Proutot, vous êtes le fondateur du GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Vous êtes né à Béziers et vous êtes bélier. Comme lui, vous n'avez pas peur de prendre la défense des plus faibles ou de partir à l'aventure. Vous grandissez en Corse avec un père militaire. Pour commencer, bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, plutôt en bonne forme. Alors vous avez grandi dans un environnement militaire. Qu'est-ce que ça fait de grandir avec un père colonel ? Mon père, quand j'ai grandi, était beaucoup plus jeune, donc il n'était pas encore colonel, mais je l'ai vu passer tous les grades. Et c'était un peu, vous savez, on habitait en Corse, et c'était la nature, là, pour les gens qui connaissent, c'était la région de Ghisonaccia, sur la côte est, pas loin de Porto Vecchio. Et je vivais avec des garçons de mon âge, et surtout, on passait notre temps à jouer aux cow-boys et aux Indiens dans la nature, voilà, dans le maquis, comme on dit là-bas. Donc ça a été une période extraordinaire pour moi, parce que un sentiment de liberté qu'on a moins dans les villes, je trouve. C'est mon point de vue, hein. Et surtout avec le rapport qu'avait mon père avec ces hommes, mon père était un vrai leader, charismatique, mais naturel, pas besoin d'exercer une autorité. Il avait des yeux bleus et profonds, ce qui fait que quand il vous fixait avec ses yeux bleus, même sur le ton de la conversation, on comprenait que c'était très bien, ou ça n'allait pas du tout. La première fois que vous avez tiré, c'était comment ? J'ai appris à tirer relativement jeune, sans forcément m'intéresser aux armes, mais simplement parce que je voyais les grands le faire, donc j'avais envie de le faire aussi. Et vous aviez quel âge ? Oh, j'avais 7-8 ans, voilà. Donc, mais c'est pas le tir, c'était plus l'aspect toucher la cible sportif que le côté... parce que la Corse, c'est un pays où il y a beaucoup de chasseurs et tout, ça m'attirait pas vraiment. Ce qui m'attirait, c'était de voir les jeunes qui venaient, qui avaient 16-17 ans, qui faisaient la préparation militaire, et qui s'entraînaient avec une carabine 22, avec les gendarmes de mon papa. Donc moi j'étais à côté, ça se ferait plus ça maintenant, mais je les regardais faire, et puis on m'a appris à utiliser une carabine, les grands principes de base du tir. Et qu'est-ce qui vous reste de cette enfance ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Écoutez, il y avait quelque chose d'abord qui n'était pas simplement du fait de l'éducatif tel qu'on l'imagine, où tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. C'est le fait de le voir vivre avec ces hommes comme nous vivions en caserne. Le secrétariat était sous les appartements, ce qui fait que j'entendais mon père parler au secrétaire, parler à son chauffeur, ce qui fait que l'idée qu'on peut avoir de l'éducation, il n'est pas le même que quelqu'un qui vous dit tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est voir mon père vivre, voir mon père avoir ce rapport avec ces hommes, entendre le commentaire sur les affaires qui étaient en cours, parce que quand on est jeune, on a toujours une oreille qui traîne. Et mon père a eu en 7 ans 12 meurtres à gérer en tant que commandant de compagnie. Ce qui fait que je voyais le maître chien partir pour faire des recherches. Et ce qui est surprenant, c'est que c'était presque inconscient. Je me suis rendu compte que ça avait beaucoup compté dans ma vie plus tard. Et en plus, c'était un bâtisseur. La caserne était dans un état pas possible, mais il se débrouillait avec des chefs d'entreprise qui filaient un petit peu de râpe de peinture. Donc, et voilà, et il a fait d'un bâtiment, parce que c'était une époque où c'était dans les années 50, donc la France sortait de la guerre, et c'était financièrement, mais les budgets étaient très étroits. Il y avait beaucoup de ce qu'on appelle de récupération, il n'y avait pas l'électricité, il avait réussi à trouver un groupe électrogène pour faire de l'électricité. Voilà. On faisait avec ce qu'on avait, et personne ne se plaignait. Alors il y avait 2 heures d'électricité par jour, mais il avait récupéré les poteaux électriques auprès des PTT, donc ils avaient fait une ligne d'1 kilomètre entre la compagnie et la brigade, vous voyez, et tout le monde mettait la main à la pâte, tout en faisant le travail.
Et est-ce que c'est lui qui vous a transmis ça, cette envie de vous investir, de vous dépasser? Moi, je pense qu'on ne vient pas de nulle part et que le modèle du père ou de la mère est quelque chose qui est dans le subconscient de l'enfance, qui est comme une éponge, hein, où on absorbe tout, est fondamental. Et c'est pour ça que souvent, quand on parle des problèmes de banlieue et tout, j'admire les jeunes qui arrivent à s'en sortir dans des contextes difficiles. Moi, je me dis, j'ai eu une enfance bénie, j'avais des parents qui s'entendaient, j'avais des modèles. Il faut des référents. Mais en plus, les modèles, et comme c'est important de le souligner, ne viennent pas que de la famille. J'ai eu un instituteur, on parle de l'école, mais l'instituteur, il avait 4 classes différentes. Il fallait l'hiver, même si l'hiver encore, c'est pas aussi froid qu'il peut l'être ailleurs, il faisait pas chaud. Mais il fallait ramener une bûche, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent là, pour qu'il y ait le chauffage. Donc on arrivait avec notre bûche en hiver, et ça m'a... À l'époque, il y avait une entrée en sixième. L'entrée en sixième, c'était un examen. Et il y avait une grande fierté pour l'instituteur de comptabiliser par rapport à l'autre école combien de garçons ou de filles. Enfin, lui, s'était séparé. Lui, dans le lycée de garçons, le collège, même pas le collège, dans le primaire, il avait tant d'enfants qui étaient pour l'entrée en sixième et tant d'autres qui, malheureusement, eux, s'arrêteraient au certificat d'études, qui était une autre formation. Et cet instituteur, il était pour moi un modèle aussi. Alors, avant de vous tourner vers une carrière militaire, vous aviez dans l'idée d'être plutôt dans l'informatique ou le cinéma. Dans un premier temps, le modèle du père a compté, puisque mon père, j'avais les photos où il était enfant de troupe, donc c'était une école militaire qui s'appelle Autun, qui existe toujours. Et à un moment, vous avez envie de faire, entre guillemets, comme papa, pas pour être gendarme ou commandant de compagnie, mais je voulais être avec mon petit uniforme et tout, donc il fallait passer un examen encore. Donc j'ai fait la 6e à Bastia et la 5e aux enfants de troupe. Et comme mes parents étaient... le côté insulaire pose un problème par rapport aux familles et tout, c'était de l'internat. Déjà à Bastia, j'étais interne et je suis parti, comme c'est moi qui avais demandé à être enfant de troupe, je suis parti pour être enfant de troupe à Autun, où je suis resté 2 ans, parce qu'après, quand mes parents sont revenus, comme on disait, sur le continent, mon père avait été muté à Pithiviers, dans le Loiret, et mes parents avaient envie de retrouver leur fils, que pendant 3 ans, ils n'avaient pas vu. 6e, 5e, 4e. Donc ma mère, pour elle, son garçon, j'ai 2 sœurs, c'était important de l'avoir et tout. Et donc je me suis retrouvé au lycée à Pithiviers. Et du coup, le côté qui était de dire, tiens, je ferais peut-être gendarme, avec un environnement différent, avec des copains, n'étant plus en école militaire, je m'étais dit, j'étais un très bon dessinateur naturel. Je m'étais dit au moment de la terminale, que j'ai faite ici à Paris d'ailleurs, à la porte de Vanves, mon père ayant encore été muté entre-temps, je ferai soit l'école du cinéma, ce qui était un truc qui m'intéressait, soit je passais l'examen d'entrée pour une école qui s'appelle Sudria, qui était une école d'ingénieurs, parce que l'électronique m'intéressait beaucoup. Mais c'était donc à la fois pour l'inscription à Sudria, ça me plaisait moyennement l'ambiance que j'avais. J'avais pas été un très bon élève, donc j'avais redoublé un petit peu. Donc je me suis dit, je vais pas traîner toute ma vie comme ça. Et en revenant de l'entretien à l'école du journalisme à Boulogne, le contact que j'ai eu avec le monsieur qui m'avait reçu n'était pas très sympa. Et je me suis dit, j'ai vu une grande affiche, engagez-vous, engagez-vous. Alors on voyait un beau sous-officier avec ses galons de sergent à côté d'une voiture qui s'appelait une R8 à l'époque, une voiture Renault bleue toute belle. Et de la porte Maillot, j'étais en métro,
pour aller, il y avait l'adresse où il fallait s'inscrire, et c'était à Vincennes, donc c'était la ligne directe. Donc j'ai repris le métro, et je suis allé voir ce qu'on appelle un officier orienteur au fort de Vincennes, et l'histoire En commence. 1973, vous avez 29 ans, vous créez le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Et le premier nom à l'époque, c'est Équipe Commando Régionale d'Intervention. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire un projet pareil ? On le disait tout à l'heure, ne serait-ce que par rapport à la formation, il y a des événements qui vous marquent. Quand j'avais décidé donc avec cet officier orienteur de faire un parcours qui a été quand même, moi qui voulais devenir indépendant rapidement, je me suis engagé, j'avais à peine 20 ans, et en fait je n'ai pu rejoindre la gendarmerie puisque mon but était d'être gendarme comme l'avait été mon père, avec un parcours un peu long, puisque je me suis retrouvé en 1971 sortant de l'école de gendarmerie de Melun. Et je suis rentré en 71, j'en suis sorti en 72, j'étais lieutenant au mois de juillet 72. Mais à l'école de Melun, il nous avait parlé de deux dossiers qui étaient importants, qui étaient l'affaire Cestas et l'affaire Clairvaux, qui ont été des dossiers qui ont marqué la gendarmerie par rapport à un échec. L'affaire de Clairvaux, c'était une prise d'otage qui a mal tourné, dans l'assaut qui a été fait, une mauvaise analyse de la situation, à la fois psychologique sur les preneurs d'otages, puisque le choix qui avait été fait d'intervenir, c'était parce que la négociation n'ayant pas fonctionné, il y avait une femme dans les otages, une assistante sociale, et il s'était dit que les deux preneurs d'otages, Buffet et Bontemps, ne la tueraient pas. Alors il y avait un gardien de prison qui avait été également pris en otage, sauf que au moment de l'intervention dans la gendarmerie, du fait de la complexité d'une prison, les types avaient les clés, s'étaient enfermés, faire sauter les portes métalliques, ça avait été loupé. Et la vitesse d'exécution pour arriver au plus près de la prise d'otage n'a pas été suffisamment rapide, efficace, pour qu'ils ne se retournent pas sur les otages. Et surtout, l'erreur consistant à dire ils n'égorgeront pas de sang-froid une femme, c'était une erreur totale d'appréciation qui a fait qu'ils l'ont égorgé. Et une autre affaire qui était l'affaire Cestas, où un père, pour les drames familiaux malheureusement traditionnels, ou courants, disons, à défaut du mot, il s'était dit ne tuera pas de sang-froid ses enfants. Et malheureusement, il a fait ce qu'il avait menacé de faire. Pendant l'assaut des gendarmes, il a assassiné les deux enfants avant de se suicider lui-même. Et tout, voilà, d'avoir fait une bonne analyse psychologique de la situation, Alors déjà, quand vous sortez d'école et que vous avez ces deux dossiers dont on vous parle, mais dont on ne vous donne pas les clés, moi j'ai réfléchi, pourquoi on a fait cette erreur, pourquoi on a fait cette... Voilà un peu le côté matheux. Il doit y avoir une explication à la fois psychologique, mais également sur le comportement tactique. Voilà. Et puis, donc là on était en 72, je sortais de Melun. L'enseignement qu'on nous avait donné à travers ces deux cas, c'était en gros, vous risquez de vous trouver face à des problèmes comme cela, agissez avec discernement. C'est pas vraiment une clé pour oui, comme vous dites. Et après, il y a eu, là on était en juillet, il y a eu les Jeux Olympiques de Munich. Prise d'otage où l'opération a tellement été mal faite que, au moment de l'assaut, les preneurs d'otages, qui étaient 8, se sont retournés contre les otages, mais au bout, malgré tout, de presque plus d'une heure et demie. Donc je me suis dit, si on avait mieux mené cette prise d'otage, on aurait pu peut-être, avec une meilleure préparation, des tireurs d'élite dignes de ce nom. Un exemple tout bête, il y avait 5 tireurs d'élite pour 8 preneurs d'otages. Si on veut éliminer le danger d'un seul coup, il faut
au moins au mieux le minimum de tireurs d'élite, quoi. Et cet échec aussi de Munich, je l'ai décortiqué, pièce par pièce, en termes de temps, d'action, tout. Et je m'étais dit, pour faire mieux qu'eux, il faut se préparer. Et j'étais instructeur dans un centre gendarmerie qui était un centre, en plus d'être officier de maintien de l'ordre, j'étais lieutenant à l'escadron de Saint-Denis, j'étais instructeur, il y avait des périodes d'une semaine, tous les 2 mois, et en tant qu'instructeur, l'officier qui commandait le centre me donnait des missions, parce qu'il n'y avait pas que du maintien d'ordre, il y avait aussi des missions de type prise d'otage et tout. Et moi, je m'étais dit, il faut être le plus réaliste possible, donc il faut faire ça comme ce qu'on appelle en situation un jeu de rôle, en demandant aux gens de jouer le rôle du méchant ou du preneur d'otage. Comme les cow-boys et les Indiens. Voilà que je faisais quand j'étais petit, avec ma panoplie de cow-boy, mon chapeau et puis mon revolver en plastique. Et là, le fait de jouer ce jeu de rôle en situation, ça a marqué l'officier qui commandait. Parce qu'on avait un dossier à faire sur notre première année comme officier de gendarmerie. Et moi, plutôt que de parler du maintien de l'ordre que j'avais eu à affronter, j'ai parlé de Munich en disant, si la gendarmerie se trouve confrontée à ce type de prise d'otage, on fera pas mieux si on n'a pas une unité très pointue, très spéciale.